Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Une émission d'actualité où on décortique, on analyse, on commente l'actualité ambiante. Et cette semaine, pour faire ça avec moi, l'extraordinaire Joanie Riendo. Bonjour Joanie. Bonjour Pierre. Comment vas-tu? Ça va bien. Avec le printemps qui arrive, l'énergie, donc ça bouge beaucoup à travers le monde. La sixième vague, la guerre, l'inflation. Non, wow! mais tu commences à me connaître, Pierre. J'aime ça commencer de manière positive en nous disant l'être humain est capable du pire, mais aussi capable du meilleur. Non, je fais des blagues, là, Ben mais oui. il faut trouver le positif, là, parce qu'en ce moment, les temps sont difficiles, moralement, en tout cas pour moi. Là. Non, mais je pense que ça l'est pour tout le monde. C'est un effort de trouver le positivisme, alors je le fais. Oui, je t'annonce qu'il y aura une tempête de neige demain en plus. Bon, bref. Commençons à une belle nouvelle. Une nouvelle rue qui va être créée à Dolbeau-Mistassini pour la création de 68 logements. Moi, je suis, dans le cadre de mon travail, j'aide les nouveaux arrivants à venir s'établir. Au niveau de la Société canadienne de l'hypothèque et de logement, Dolbeau-Mistassini et Robertval, on a un taux d'inoccupation de 3,8 % ou moins. À travers le Canada, on détermine qu'on commence une pénurie de logements en bas de 3 % de logements. Fait qu'on n'est pas encore là, mais on arrive. On est très proche, puis on parle carrément d'une absence de choix en bas de 1,5. On est mieux que certains territoires, mais on a quand même une pénurie où que c'est difficile de loger des nouveaux arrivants. Puis en pénurie de main-d'œuvre, on veut des nouveaux arrivants, mais on n'a pas de place pour les loger. Ça amène une double problématique. Oui, mais dans cette double problématique-là, il y en avait une troisième que les entrepreneurs généraux avaient à Dolbeau-Mistassini. J'ai plusieurs entrepreneurs qui m'en parlaient, le manque de terrain construisable. Parce qu'il fallait acheter une maison qui, présentement, sur le marché, ne sont pas achetables. Ouais. Il y a un risque de surenchère. C'est vraiment un marché de vendeurs. Puis, il y a aussi qu'au niveau légal, au niveau de notre municipalité, au niveau des plans d'urbanisme, il n'y avait pas de terrain, il n'y avait pas d'ouverture des nouveaux terrains ou espaces de développement résidentiel. Donc, c'est une excellente nouvelle, autant pour nos entrepreneurs qui sont ouverts à faire du logement que pour nos nouveaux arrivants, parce que quand même, c'est... pour ceux qui connaissent un peu la ville de Dolbeau-Mistassini, la rue des Franciscains, qui est proche de l'hôpital, bien, ils vont ouvrir une rue de plus, mais que ça donne quand même l'équivalent pour 68 logements. Donc, avec une vue sur Mistassini. Wow! Donc, c'est pas... on essaye de placer du monde n'importe où. C'est un beau territoire. Puis, je suis quand même aussi contente que au niveau de l'urbanisme, il y a eu une étude du développement des sols, du mouvement des sols à ce territoire-là. C'est ma question, parce que sur le bord, des fois, de l'eau ou Bien, c'est plus risqué. Ben oui. Où on a le mouvement des sols, on a des risques d'érosion, puis souvent, on peut avoir des pentes escarpées aussi, surtout dans ce secteur-là où que la rivière est plus dans un creux qu'à proximité. Donc, si ça a été ouvert, puis c'est ce qui est écrit dans différents articles de nos médias locaux, ça a été étudié puis ça a été accepté à cette condition-là, que c'est que le terrain soit sécuritaire et intéressant pour des futurs logements. Donc moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour notre développement économique. C'est, tu sais, quand on parle souvent des différentes problématiques, on manque de... Tout est interrelié. Ça, c'est un mouvement que... Bien régler un problème qui va peut-être nous permettre d'en régler d'autres. Ben, je dirais que ça met de l'épaule à la roue. Oui. Ça va être prêt quand, ça? Tu sais, parce que là... On parle d'un développement pour automne 2022. Quand même? Quand même. Donc, les terrains vont être disponibles. Donc, c'est aux entrepreneurs de les construire. Donc, moi, c'est pour ça que je dis l'épaule à la roue, parce que c'est pas la ville qui va créer des logements. C'est pas terminé, là. C'est pas terminé, mais ça donne le go, la poussée, l'étincelle qui manquait à plusieurs entrepreneurs locaux pour dire « OK, je peux construire quelque chose de neuf. Je peux construire quelque chose de nouveau. J'ai pas à racheter un vieux bâtiment. Je peux aller encore plus loin. » Donc, tu sais, c'est intéressant sous cet angle-là. Moi, je suis vraiment contente parce que on a toujours peur, quand on parle de développement de terrain, que ça soit toujours mis dans des endroits proche d'un quartier industriel. Mais là, c'est un beau territoire logé à proximité de Dolbeau, à proximité d'un gros employeur. Donc, tu sais, c'est quand même des bonnes choses pour les gens, pour le milieu. Ben, on est proche d'une CPE. On est proche de l'hôpital. Reste-tu de la place au CPE? Non, moi je parle pour les employés de CPE. Okay. Pas juste pour les jeunes, mais pour les employés de CPE. Je parle pour les employés de ce domaine-là. On a plusieurs grosses entreprises qui sont à proximité. C'est central pour le service du Maria Express. On a un CPE, on a une école primaire. On a plein de choses
à même ce territoire-là. Tout peut se faire à pied, c'est très intéressant. Puis c'est bien desservi par le Maria Express, donc je trouve que c'est tout à fait logique et intéressant que ça soit fait. Moi, chapeau à l'équipe de la ville, à l'équipe de l'urbanisme qui ont proposé au conseil, puis merci beaucoup au conseil de l'avoir adopté. Je suis vraiment très, en tant qu'intervenante, que ça va changer ma méthode de travail. Moi, je suis très heureuse parce que ce qui est le fun aussi, c'est que ça veut dire aussi que les politiciens ont été bien sensibilisés dans les dernières années, ou sinon dans les derniers mois, qu'on a bien beau vouloir avoir des nouveaux arrivants, si on ne sait pas où les loger, ben ils viennent pas dans notre MRC. Joanie, ça fait du bien de te voir heureuse. Une autre bonne nouvelle, le musée Louis-Aymon va finalement pouvoir compléter son déménagement au centre-ville de Péribonka. Oui. Le gouvernement a octroyé 4,4 millions pour terminer le projet. Ça fait longtemps qu'on attendait après ça. Les gens doivent être contents. On sait que c'est un bon moment aussi parce qu'on s'en va en élection. Donc, pour le gouvernement, c'est un beau placement aussi pour la MRC Maria-Chapdelaine. Mais moi, je suis très heureuse aussi parce que la COSEP, la Corporation et Organisation pour le développement de la ville de Péribonka, donc tourisme et autres, a changé pour Tourisme Péribonka. Okay. Et c'est eux qui gèrent tout ce bâtiment-là, parce qu'il n'y a pas juste le musée Louis-Aymon, il y a vraiment tout un plan de développement autour, avec une place intergénérationnelle, une revitalisation de l'église. Il y a vraiment, là, ça devient la place des citoyens de Péribonka. Je pense que c'est un milieu qui est très dynamique, avec des gens qui sont très impliqués, malgré que un peu moins de 50% de la population, c'est des saisonniers, ça reste quand même des gens qui sont impliqués et qui participent au développement des communautés. Donc, moi, je suis vraiment contente pour ça. Puis aussi, ça arrive à un bon timing aussi, pas juste au niveau des élections. C'est qu'on arrive aussi à l'arrivée du développement touristique, où cette année, c'est la première année où les Européens peuvent revenir depuis 2 ans. Donc, revenir dans un beau musée neuf, avec une nouvelle direction générale, avec une organisation qui va être vraiment tournée vers le tourisme, avec des installations neuves. Tu sais, d'où part la traversée? Oui, on parle de Péribonka, oui. donc moi j'aime bien dire et j'aime bien faire remarquer aux gens que Péribonka est notre entrée touristique dans la MRC Maria-Chapdelaine. Ça va être quand même oui, c'est une porte d'entrée. Hein? Donc ça donne un premier beau wow aux gens qui arrivent dans la MRC Maria-Chapdelaine par le sud en voyant ce beau bâtiment-là, cette communauté qui est dynamique. Encore des travaux à prévoir pour la passerelle de la marina, mais arrêtez de regarder à gauche, regardez à droite. Non, mais une affaire à la fois, là. Mais déjà, la marina est très belle. Il y a des choses pour la passerelle, mais un gros projet à la fois, c'est important. Quand même, déménager un musée, c'est pas mal plus complexe qu'on le pense. Parce qu'on surtout quand il y a une maison ancestrale qu'il faut déplacer de plusieurs kilomètres. Puis l'hymen à Maria aussi qu'il faut ramener, puis... Excusez, je ne pouvais pas m'en passer. Je savais que c'était un non incontournable, tu allais en parler, Pierre. Mais tu sais, il y a ça, mais... On ne peut pas entreposer les œuvres n'importe comment. Il faut que ça ait une température, il faut que ça dure longtemps. Il faut repenser aussi pour que ça soit attractif. On ne va pas refaire exactement les mêmes installations que celui qui était dans l'ancien musée Louis-Aymon. Puis en plus, il y avait un autre défi avec le musée Louis-Aymon. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a eu la vente ou le déplacement prévu, il y a quand même des bleuetières. Donc là, il y a tout qu'un changement aussi au niveau du financement des installations. Donc, chapeau à l'équipe de Tourisme Péribonka et à l'équipe de musée Louis-Aymon. M. Hébert et Mme la mairesse Guylaine Proulx aussi, qui a travaillé très fort. L'ensemble de l'équipe qui a travaillé pour ça. C'est un parcours du combattant parce que ils se sont, au cours des dernières années, moi, ça fait 6 ans que je suis dans la région, puis ça fait 6 ans que j'entends régulièrement des représentants de ces comités, de ces différents acteurs-là de Péribonka se battent pour faire reconnaître l'intérêt du musée Louis-Aymon, des installations, puis la vitalité de leur communauté. Et à chaque fois, ils gagnent toujours un petit peu plus. Et là, on va avoir quelque chose de ultra concret, massif. Déjà, le changement du bistrot, c'était super beau avec la passerelle et autres. Mais là, on ne parle pas d'un petit bâtiment, on parle d'un ensemble de bâtiments qui va appartenir aux citoyens puis qui va faire un effet wow pour les gens qui vont se dire
j'aimerais ça vivre là. Ouais, puis mettez ça à votre agenda, là, tout le monde, là, quand ça va tout être prêt. Il faut y aller collectivement, même les gens de la région. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé au musée Louis-Aymon. C'est une bonne année pour aller visiter ce nouveau centre. Là. On a bien hâte de voir. Ben, si c'est pas le musée, allez voir la place de oui. Péribonka. Je ne sais pas quel est le nom de cette place-là, Peut-être mais que c'est pas le décident. parc, ça va être un parc intergénérationnel avec à la fois d'architecture plus historique et quelque chose de très moderne. Ça, moi, il y a un autre bâtiment dans la MRC qui me fait penser à ça, puis à chaque fois, je le trouve beau. Pas tout le monde qui est d'accord avec moi, mais on parle quand même d'une architecture qui fait penser à la salle de spectacle de Maria Chapdelaine, où on a l'ancien bâtiment qui est rattaché directement. Mais là, on a une ancienne église avec un nouveau musée ultra. Moi, personnellement, je trouve que ça va faire l'histoire et le moderne. J'ai hâte de voir tout ça. Génial, génial, génial. Maintenant, j'aimerais ça que tu nous parles du nouveau programme d'habitation abordable pour la région. Ah, je suis Parce que c'est une problématique là, qui est partout. Là. On entend souvent parler Toronto, Vancouver, mais ici aussi, il y a des problèmes pour loger les gens. Là. Bien, on parle quand même de notre ministre régional qui a annoncé que d'ici jusqu'au Saguenay, les entrepreneurs peuvent présenter des projets afin d'être soutenus financièrement pour créer des habitations abordables à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est juste pour nous. Là. Ben, ce que j'en ai compris, c'est que c'est valorisé vraiment pour nous. C'est un projet qui a été mis en place par notre ministre régional qui nous représente. Donc, c'est bien important d'en profiter. On a une pénurie de logements on a une pénurie de logements. On parle des locataires, c'est difficile. Mais encore ce matin, j'ai entendu une analyse de la part d'un entrepreneur à quel point le coût des matériaux a augmenté. Il y a des matériaux qui ont augmenté de 20 à 60 à 70 % d'augmentation. Donc, lorsque tu as un projet de 54 logements qui te coûterait 2 millions, ben le 20 % il te fait mal en tabarnouche. Ben oui. Puis là, il faut que tu le refiles aux locataires. Donc là, oui, parce que tu veux faire des profits, c'est normal. Oui, mais l'augmentation du salaire n'est pas mieux, là. Donc, l'augmentation du salaire ne suit pas. Donc là, il faut que tu refiles. C'est une problématique qui est très grave parce que, comme tu as parlé, le Vancouver, Toronto, Montréal aussi, on va s'en aller vers un principe de gentrification des quartiers. Absolument. C'est déjà commencé dans les grandes villes. Là. Ah, puis c'est même commencé à Dolbeau-Mistassini. Il y a des appartements 4,5 qui se louent 1200 par mois, pas chauffés, pas éclairés, pas équipés. Donc, tu sais, on y va dans cette gentrification-là, puis ce programme-là va aider à freiner. Pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que la gentrification? Oui. La gentrification, c'est lorsque un quartier qui a été connu comme populaire, où les logements sont accessibles, où les citoyens sont souvent gagnent un revenu modeste, bien, la gentrification, c'est différents mouvements d'achat de maison, rénovation ou autre pour amener des gens qui ont plus de moyens. Donc, on exclut les gens qui ont moins de moyens, qui sont obligés d'aller vivre ailleurs. Bien, on les exclut, mais sans le dire. Sans le dire. Sans le dire. Les épiceries deviennent plus chères. Ouais. Les loyers deviennent plus chers. Les règlements deviennent plus... priorisent plus les gens aisés, par exemple. Pas de... on va être plus dur envers les gens qui font du flanage, envers plus de critères d'apparence de bâtiment. Donc, on vient lentement, mais sûrement, nuire aux personnes qui ont moins de moyens pour rester dans ces secteurs. Des fois, des gens qui ont vécu dans un quartier toute leur vie sentent qu'ils n'ont plus leur place là parce qu'ils n'ont plus les moyens d'y vivre. Puis, ils ne répondent plus à cette culture-là non plus. Donc, la culture change aussi. Donc, on le voit dans les quartiers à Montréal très clairement. Donc, ceux qui ont connu Hochelaga-Maisonneuve au début des années 2000, mais aujourd'hui, ce n'est que quelques rues qui ressemblent à ce qui était. Remontez juste dans les années 60 du plateau Mont-Royal, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'est un mécanisme qui est lent, mais constant. Ouais. Donc, la gentrification, c'est pas 100% négatif, c'est la gentrification sauvage qui est négative. Parce qu'on parle aussi d'amélioration de la qualité de vie dans ces milieux-là. On parle de des fois, ça prend des investissements là, pour mettre les bâtiments à jour, pour rénover. Il faut ça, sinon l'usure fait que ça tombe. Oui, puis c'est aussi que lorsqu'on est dans des bâtiments qui sont plus neufs, les gens sont plus fiers. Mais le plus dur, c'est vraiment plus...
lorsqu'on rentre dans les extrêmes, donc des gens ultra riches qui rentrent dans des quartiers ultra pauvres. Donc là, on se retrouve avec de la discrimination, on se retrouve que les commerces auxquels les gens peuvent être attachés émotionnellement, ben, doivent fermer parce qu'ils sont plus capables de payer le loyer parce que c'est un nouveau propriétaire qui veut transformer pour que ça soit la petite boutique qui va être prête à payer plus cher. Donc on parle, c'est une roue, c'est un système, donc la gentrification, on passe de un quartier connu comme malfamé par les représentants politiques ou par les entreprises ou le développement économique. Puis on va essayer par des petits investissements privés, bien important, par des petits investissements privés, de le rendre rentable. C'est souvent comme ça que commence la gentrification. « Hey, ce bâtiment-là, il n'est pas cher, il est à proximité de tel beau quartier, mais il n'est pas dedans. Alors, je vais l'acheter, je le détruis, je mets quelque chose de neuf et ça fait une vague qui passe à travers le quartier. » Hochelaga Maisonneuve, c'est un bon exemple parce que Centre-Sud a vécu, étant donné qu'il était à proximité de Montréal. Puis lorsque Centre-Sud, la revitalisation s'est faite, bien là, on a vu déborder vers Hochelaga, puis là, ça commence à être dans le secteur Maisonneuve. Donc, c'est pourquoi je vous parle de Montréal, parce que c'est quand même ça, c'est des événements qui ont été documentés. Ouais. La Dolbeau-Mistassini, je peux pas nommer de quartier parce que faudrait vraiment plus une étude globale avec des gens qui regarderaient au niveau historique. Mais on peut quand même constater des quartiers qui Moi, je vais t'en nommer un quartier, là, Vauvert. Écoute, quand j'étais petit, là, on achetait des chalets là. Écoute, mon père, je pense qu'il a payé 12 000 pour son chalet à Vauvert avec un très grand terrain. Mais 30 ans plus tard, je te dirais pas comment il l'a vendu, mais tu sais, je veux dire, ça avait pris une valeur, tout le monde voulait aller là-bas. Mais au départ, c'était juste un petit quartier de villégiature, puis tu pouvais acheter à peu près n'importe quoi à pas cher. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Il va t'acheter une maison à Vauvert. Non, puis, tu sais, pourquoi je ne peux pas en parler? Parce qu'il y a plusieurs critères pour entrer dans ça a été gentrifié. Mais tu sais, si on pense par exemple à Saint-Cœur-de-Marie où que les citoyens, depuis la fusion, plusieurs se plaignent, bien là, les règlements de la ville ne s'adaptent pas à nous. On nous traite comme si on avait des maisons ultra chères. Mais oui, parce que ta maison, à cause du voisin qui s'est acheté puis qui s'est construit une maison d'un demi-million, sinon plus, bien là, lui, il a fait monter ta valeur des taxes parce que là, il a augmenté la valeur du quartier en général. Donc, tout ça fait que des phénomènes qui étaient étudiés dans les grandes villes, on peut les constater dans nos petits milieux. Ça a du bon comme du mauvais côté. Personnellement, avec la hausse, je me dis que le bon côté, c'est que les gens qui sont prêts à payer le 1000 ou le 1200, qui ont les moyens, bien important, pas parce que c'est une obligation de payer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Qu'ils ont les moyens, ça leur convient, puis c'est correct, mais ça libère des espaces pour des gens qui en ont moins. Puis c'est pas parce que le loyer est pas cher qu'il est pas beau. Non, c'est ça. J'ai vécu dans un très beau loyer pas cher, moi, pendant longtemps. Puis c'est pas parce que c'est pas neuf que ça n'a pas son charme. Il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Donc, ça répond à une clientèle, ça répond à un besoin, ça répond à une situation où les gens sont prêts à payer, puis ça leur convient, puis ça répond à leurs besoins. Mais il faut quand même que nos organismes communautaires, que notre milieu communautaire, le milieu sociétal où on est, le regarde tout de suite avant qu'on se retrouve avec des problèmes sociaux. Merci, Joanie. Très instructif. Mais le temps passe. Je dois t'amener sur le plan contre le racisme de Porte Ouverte sur le Lac. Ça m'intrigue tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Bien, jeudi dernier, le 31 mars, on était dans la fin de la semaine contre le racisme au Québec. Et Porte Ouverte sur le Lac a annoncé les résultats d'une grosse recherche qui a été faite expressément pour le Lac-Saint-Jean au sujet du racisme, comment il est vécu par les personnes de minorités visibles au sein de notre beau territoire. J'ai la chance d'avoir une synthèse de la recherche faite par la chargée de projet Janie Tremblay. C'est une chercheuse. Et ce projet-là, c'est sur 36 mois. Donc, ils ont fait un premier 18 mois sur la recherche. Et là, la semaine passée, le 31 mars, ils ont annoncé la fin de la période de recherche. Ils vont mettre la mise en place d'un plan. Donc, le plan n'a pas encore été annoncé à 100 %, mais les résultats de la recherche sont très intéressants. On parle quand même... ils ont cerné, je vais dire le chiffre exact. Pas game.
On parle quand même de... On veut le chiffre exact, on veut Joanie. le chiffre exact. On parle quand même d'un nombre important de comportements. Un nombre important, c'est pas exact, Joanie. Je vois. En tout cas, elle est allée qu'assurance, hein, elle a ouvert ça, je vais vous donner le chiffre exact. On l'attend depuis plus de 20 secondes. 7, 21, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34. 34 comportements discriminatoires qui ont été répertoriés à différentes classes sociales, différentes communautés, parce que le racisme, à travers le Québec, il est présent. Mais ce qui est intéressant avec Porte ouverte sur le lac, c'est pas « on est des racistes », loin de là. C'est partout au Québec, on le vit, mais là, on a une recherche pour nous dire exactement, concrètement, c'est quoi ces comportements inconscients qu'on fait, qui est juste le fait de prendre conscience, donc de la centration, de prendre conscience que hey, ce comportement, je l'ai peut-être sans le savoir. Oui, je l'ai fait, puis j'étais pas méchant, mais écoute, c'est un réflexe ou c'est dans mon paradigme. Là. Juste donner par exemple le terme préjugé. Préjugé, quand on dit tu as un préjugé, c'est pas absolument négatif. Ça veut dire que ton cerveau prend un raccourci. Parce qu'à force d'expérience, il dit « je ne vais pas refaire toujours la même réflexion, dire je vais avoir préjugé avant d'avoir rencontré quelqu'un ». Des fois, c'est bon. On a un préjugé envers les médecins en se disant « on sait ce il sait ce qu'il fait ouais. ». Mais on a tous, c'est ça, il ne faut pas penser que personne n'a de préjugés, on a tous des préjugés. Là. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ceux qui portent des bandanas. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois quelqu'un qui a un préjugé, ils sont peut-être bien fins, mais écoute, c'est ça. Donc, cette synthèse-là, c'est une grosse recherche. Si vous voulez avoir accès à l'information, moi, je vous invite à parler directement avec Mme Jeannie Tremblay de Porte ouverte sur le lac. Elle est très ouverte et intéressée à partager les résultats de son étude. Puis elle serait plus à même que moi de parler exactement de ce qui est présenté. Mais là, on a parlé d'une reconnaissance des comportements qui a été décrit. Là, il va falloir en faire aussi le vulgariser, le transmettre, éduquer la population à ces comportements-là aussi pour qu'on apprenne qu'est-ce qu'on fait, qu'on pourrait peut-être juste faire autrement, puis ça serait pas grave. Mais c'est là que la télé Audio-du-Lac va avoir bientôt une programmation d'émissions à ce sujet-là, sur des comportements, mais Auto-promo! Auto-promo de plusieurs niveaux! Mais ça fait partie d'une des multiples actions du plan d'action qui va nous être dévoilée de plus en plus au cours des 18 prochains mois. Parce que ça se termine en août 2023, ce programme-là. Ouais. Donc, c'est vraiment très intéressant. Moi, c'est intéressant de voir, au lieu de parler dans le beurre, hein, Madame Tremblay, elle nous a permis d'avoir quelque chose de très concret, d'avoir une idée pas juste un sentiment, elle a documenté aussi la vision des Là, on a des données, ça c'est scientifique, c'est un processus scientifique. Oui, puis grâce à mon ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Inclusion sociale. Puis on parle aussi des employeurs, on parle de tous les niveaux où on a des comportements inconscients. Lors de la conférence de presse, il y a une personne qui est venue témoigner et ça m'a marqué. Cette personne est maintenant résidente permanente. Donc, elle a les mêmes droits, les mêmes devoirs qu'un citoyen. La seule chose qu'elle ne peut pas, c'est voter. Donc, elle paye des impôts, elle travaille ici, elle peut... Non. Mais cette personne, elle voulait acheter une maison. Avec le marché qu'on a présentement, c'est difficile. C'est difficile. Lorsqu'elle envoyait une offre avec son nom, elle n'avait aucune réponse. Puis elle a demandé une fois à un ami d'envoyer l'offre. Il y a une réponse tout de suite. Puis c'est une réponse très positive. Alors que dans l'autre, il n'y en avait juste pas à cause de son nom. Mais ça, c'est pas tellement inconscient, par exemple, comme agissement discriminatoire. Dans la conférence de presse, on parle quand même de quelque chose qui est extrême. On parle, tu sais, pour parler directement plus à l'inconscient, mais Parce que moi, je peux t'en parler d'un comportement inconscient que j'ai longtemps, puis des fois, c'est encore difficile. Moi, quand je rencontre quelqu'un, moi, j'ai voyagé beaucoup, je suis curieux, j'aime les différentes cultures. Quand je vois quelqu'un, clairement, vient d'une ethnicité différente, je vais aller poser la question « tu viens d'où? » Mais c'est parce que ça m'intéresse. Puis je me suis fait dire, chaque fois que tu fais ça, tu remets encore le doigt sur la différence. Ouais. Puis là, je fais « Ah! »
Mais je suis pas méchant, là. Mais je le comprends que c'est un comportement qui est discriminatoire dans son ensemble. Pas tout le temps. Je pense qu'il y a des moments où avoir cette discussion-là, c'est correct, mais pas systématiquement. Puis on appelle ça une micro-agression. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est pas conscient, puis c'est pas méchant, puis c'est bien d'être curieux, c'est bien d'être intéressé. Mais faut se dire que c'est comme une bouche. Une fois, tu l'entends, c'est pas grave, mais quand tu te la fais poser à la longueur de la journée, ça devient agressant. C'est normal de le vivre beaucoup plus de manière intentionnelle, tu sais. Mais, tu sais, il y a d'autres choses aussi qui... Des fois, là, il y a autant des comportements on en parle, puis ça a vraiment un gros impact, mais des comportements aussi qui sont vécus par des personnes issus de la minorité visible, c'est par méconnaissance. Par exemple, dans les santé et services sociaux, il y a du personnel soignant qui refuse de soigner des gens parce qu'ils ont un statut temporaire. Ouais. Puis ça, c'est pas conscient, c'est souvent par méconnaissance de la complexité des statuts migratoires. Donc, tu sais, ça fait partie de tout ça. Puis ça, c'est un exemple. C'est un exemple parmi 34. Là. Puis on parle, tu sais, c'est dans toutes les tranches de la population. Puis moi, je suis heureuse de faire partie, tu sais, je vous dis, en autopromo à plusieurs niveaux, je travaille avec Portes ouvertes sur le lac. Et je lance encore mon chapeau à Janie, ma collègue, parce que c'est une recherche très exhaustive et intéressante qui est importante à mettre de l'avant. Puis c'est pas... Les résultats ne sont pas faciles à exprimer. Donc, tout ça, moi, j'ai hâte parce que Janie, c'est une femme créative, c'est une femme qui est énormément à l'écoute, puis c'est une femme très posée, très nuancée déjà à la base. Ça fait changement de toi. On est 14 filles, je peux l'adore. dire qu'on est toutes différentes. Mais moi, ça me donne juste plus le goût de voir comment on va travailler avec ça. C'est pas juste... C'est pas juste de se le faire dire, mais c'est d'apprendre à utiliser ces outils-là pour changer vraiment nos comportements. Le but de la recherche n'était pas de faire, loin de là, c'est pas de taper sa tête. Au contraire, c'est de se dire, posons-nous des questions, pas sur le pourquoi, mais comment je peux modifier ce comportement-là? Comment je peux... là, reconnaître qu'on a ce comportement-là, des fois, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Oui. Puis après ça, juste se dire, peux-tu faire attention? Je veux dire, on apprécie tous quand quelqu'un fait attention par rapport à ce qu'on est ou à notre situation. C'est pas plus pire de le faire pour les autres. Puis tu sais, c'est pas être le méchant de reconnaître. Non. Au contraire. Je reconnais que je viens de te micro-agresser en riant de toi. Tu m'as micro-agressé, mais tu me micro-agresses sur 2 semaines, c'est tolérable. C'est tolérable, tu sais. Je veux dire, c'est pas si tu me revenais avec ça à tous les jours. Je t'appelle demain. Comme j'ai déjà vécu dans ma vie. Mais ça reste quand même que le pire, c'est de le savoir puis de rien y faire. Et là, Portes ouvertes sur le lac, avec cette belle recherche-là, se donne les outils, puis se donne aussi à la population accès à une vision extérieure de sa réalité pour se remettre elle-même en question. Donc moi, je suis heureuse de ce résultat-là. Je suis fière de faire partie de cette équipe-là, de ce travail que Janie elle a fait. Puis pour moi, c'est pas... pour moi, au contraire, c'est un message d'espoir. C'est un message de gens qui sont ouverts à se poser nos propres questions. Puis à échanger. Merci, Joanie. On prend une petite pause et on revient tout de suite après. On est de retour dans le temps d'aller faire un café. L'inspirante Manon Brassard nous invite dans son atelier afin de nous apprendre à bricoler 1001 projets. À chacun ses jeux,
C'est une émission où moi, Sébastien Roy et mon collaborateur Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave, on va vous présenter nos coups de cœur. Vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire parce que c'est à chacun ses jeux. La série documentaire Les Artisans de la Terre présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du lac Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. Cet été, la Télédio du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Girardville et en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Tourisme gourmand, hébergement, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve. Embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée. Hey, on est de retour. J'espère que vous avez pris une bonne pause, vous avez un bon café pour continuer notre survol de ce qui se passe. On va sortir de la région, on va aller voir un peu ce qui se passe au Canada. Il y a beaucoup d'affaires Canada-Québec qui se passent. Premièrement, budget fédéral, aujourd'hui même. Budget important. Pourquoi? Une multitude de complications dans la vie des Canadiens. Hyperinflation, on n'est pas sorti de la COVID, on est en crise militaire, je veux dire, internationale avec ce qui se passe en Ukraine. Avec notre voisin du Nord. Avec notre voisin du Nord, puis on sait que, selon l'OTAN, il faut augmenter nos dépenses militaires, fait qu'on va voir si ça va se faire. On sait que les dépenses, on sort d'un déficit, le plus gros déficit de l'histoire du Canada. En plus de ça, là, on a une alliance aussi maintenant avec le NPD. Donc là, à un moment donné, les nananes qu'on a promis au NPD, il va falloir les voir dans le budget, là, donc voir des premières étapes. Là. Puis on a pris des engagements à l'international. Absolument, on donne beaucoup, puis c'est correct, là, d'armes, d'équipements militaires, Mais au niveau de l'environnement, il y a plein... mais au niveau de l'environnement, on a de l'air... On parle beaucoup, mais en tout cas, on en parlait tantôt. C'est exprès pour ça que, tu sais, on fait des promesses, on fait des annonces très audacieuses. Comment ça va se répercuter? Comment ça va être visible? Tu sais, parce que, on fait des promesses, mais lorsqu'on analyse un budget, on fait comme, finalement, ta promesse, c'est plus un gros disque qu'un résultat. Attends, je vais te le dire. Les libéraux vont être très contents de leur budget. Les NPD vont dire, oui, mais regardez, ça et ça, c'est grâce à nous. Ouais. Les conservateurs vont trouver que tout est mauvais. Ouais. Et les bloquistes vont dire qu'il y en a pas assez pour le Québec. Et voilà, je viens de te résumer le budget d'aujourd'hui. Tu viens de résumer le budget des 20 dernières années. Non, mais c'est ça. À un moment donné... Mais ça reste quand même qu'on est dans une situation historique. Ouais. OK? On a, ça s'est déjà connu, mais pas sans la... tu sais, je sais qu'il y a déjà eu une alliance du NPD avec M. Trudeau père, qui a été faite à l'époque. Mais là, on rentre aussi dans le fait qu'on a une crise économique. On a une pandémie... Il y a plusieurs sphères qui sont complètement... le budget... hors de notre contrôle et mondial en plus. C'est pas juste au Canada que ça se passe. Mais là, c'est pas genre juste c'est pas juste la grippe espagnole, c'est pas juste une guerre mondiale, c'est pas juste l'inflation. C'est pas juste l'inflation, c'est pas juste l'environnement qui se dérègle, c'est pas juste, c'est tout en même temps. Ouais, c'est ça. C'est tout en même temps. Puis on parle quand même du plus haut palier de gouvernement. C'est pas le gouvernement va pas têter de l'argent à un autre gouvernement là. On parle quand même, c'est le fédéral. Donc, il va avoir un effet de ruissellement sur le budget provincial, sur le budget de nos municipalités, sur nos réalités, sur les impôts qu'on va payer, sur énormément de choses. Donc, tu sais, ces chiffres-là vont plus parler que les grands titres. Donc ça, moi, je me pose vraiment des questions sur à quoi ça va ressembler
Moi, je pense que les gens, s'il y a quelque chose qui... Moi, je déteste les chiffres. Je déteste, je suis vraiment pas bonne, puis je fais pas... j'ai pas de problème à la lecture des chiffres, je suis juste pas bonne. Mais lorsqu'on met tout en parallèle puis on voit les proportions, c'est là que tu t'aperçois qu'entre les promesses, « Hey, on va mettre ça en priorité, on va mettre ça en priorité », ben, tu sais, il y a encore d'autres priorités qui datent depuis plusieurs années. Est-ce qu'ils vont mettre de l'argent pour que les communautés autochtones aient de l'eau potable? Ce serait le temps, ils le promettent depuis 40 ans. Mais là, hey, ça passe après l'environnement. Puis l'environnement passe après le développement économique. Passe après... La pandémie. Passe après la guerre. Qui passe après la guerre. Mais le problème... Qui passe après nos relations internationales avec l'OTAN et l'Europe. Et puis en même temps, notre portefeuille, c'est important parce que là, l'inflation, c'est maintenant, aujourd'hui, dans mon portefeueuille. Ben oui. Donc, ça devient problématique pour tout le monde, en fait. Là. Mais toi, Pierre, qui est prof d'histoire... Bonne blague. Toi qui es prof d'histoire, est-ce qu'un budget... Je suis prof de sciences politiques. Oui. Ça, c'est une anecdote due à un article qui a été fait. Mais... C'est moi ou c'est la première femme qui annonce un budget fédéral? Je ne m'avancerai pas. En fait, c'est pas la première femme parce qu'elle l'a déjà fait l'an passé. Ouais. C'était la même. Hein? On se rappelle que Christophe Freeland n'est pas là depuis 1 an. Bonne question. Faudrait vérifier, mais il n'y en a pas eu des dizaines. Hein? Ça, non, il n'y en a pas eu des dizaines. Puis on parle quand même d'un budget important au niveau de l'histoire. Tu sais, ça sera peut-être pas lu. Ça serait peut-être pas écrit dans les livres, mais ça va avoir un impact sur tous les prochains développements dans cette phase critique-là. Parce que là, on n'est pas juste dans la gestion, on est dans la gestion d'une fin de pandémie. Donc là, on est dans... On espère. Peut-être que dans 50 ans, on va encore tous avoir nos masques. Je vous fais capoter chez vous. Mais non. On le souhaite. On va finir. On va passer au travers. Non, là, maintenant, il y a des médicaments. Ouais. Je veux dire, on n'est plus dans la situation où on est dans l'inconnu. Donc là, on est en sortie de crise pandémique. On est peut-être encore en pandémie, mais on est en sortie de crise pandémique. Mais là, on rentre dans d'autres types de crises. On vit quand même une crise économique au niveau mondial, mais toutes de différentes façons. Ici, par exemple, au Québec puis au Canada, mais dans d'autres pays industrialisés, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui fait qu'on a des contrats, mais on n'est pas capable d'y répondre. Donc, tout ça... Tu sais, un budget, c'est à la fois un pouls de notre réalité sur place, puis comment on voit les investissements plus tard, comment on va faire ruisseler les décisions de nos députés, de nos ministres sur nos communautés. Tu sais, donc, c'est quelque chose de très intéressant à analyser. Puis pourquoi je parlais de Mme Freeland? C'est qu'il y a quand même quelque chose assez spécial. C'est une tradition que les différents ministres achètent une paire de chaussures la journée avant. Mm-hmm. Donc, pour donner un indice de c'est quoi le budget. Puis Mme Freeland a quand même acheté des talons hauts. Oh, elle voulait se donner de la hauteur. Elle est capable d'avoir... Des talons hauts d'une entreprise de Toronto tenue par une femme. Non. Quand même. Mais c'est noir, avec un petit design dessus. Moi, j'aurais acheté des bottes à cap. Ça dure longtemps, c'est solide. Puis là, il faut se réfugier sur ces valeurs de qualité. Mais encore une fois, c'est une image. Oui. Donc, c'est une image. Dans le fond, si on y va avec le parallèle de la paire de chaussures, est-ce que c'est... on va faire un budget progressiste, mais avec des valeurs conservatrices? Là, je pense qu'ils ont plus les coups des franges avec l'alliance qu'ils ont faite avec le NPD pour être beaucoup plus centre-gauche. Maintenant, ils vont tenter de plaire clairement aussi à la droite, parce que longtemps qu'il y a une campagne, là, on voit qu'il y a un nouveau chef, puis là, ça brasse, puis de toute façon, ils sont jamais... ils vont tout le temps, les conservateurs ne seront pas d'accord avec les libéraux, c'est normal, c'est la game. Mm-hmm. Puis en plus, mais là, ça déboule un peu sur mon deuxième point. Ce gouvernement-là qui se dit pro-environnement, bourse du carbone, on va atteindre nos objectifs. Même les environnementalistes dans la campagne électorale ont dit les libéraux ont le meilleur plan pour lutter contre les changements climatiques. Malheureusement, ils ne le mettent pas en place. Et encore là, on va développer Baie du Nord, donc encore de l'exploitation pétrolière pour Terre-Neuve. Je comprends que Terre-Neuve là, ont beaucoup de difficultés, mais est-ce qu'il y avait d'autres manières que d'avoir encore un projet qui... à court terme, aidera pas la pénurie de pétrole pour l'Europe, par exemple, à cause de la guerre, parce que le temps que ça se mette en fonction, on en a pour quelques années. Puis là, à ce moment-là aussi, qu'il y a des promesses des différents paliers de gouvernement en disant on s'en va vers l'électrification des transports.
Donc, il y a plusieurs éléments, mais c'est pour ça qu'il est intéressant d'analyser un budget. Ben oui. Parce que ça reste quand même... Tu sais, par exemple, le projet de Baie-du-Nord, c'est un projet complexe. On parle quand même que le ministre de l'Environnement qu'on a présentement, c'est l'ancien directeur de Greenpeace. Non. Lui, il s'est pas fait que des amis, là. Il s'est pas fait que des amis, ça n'a pas fait l'unanimité. Est-ce qu'il devient le ministre de c'est l'Environnement? normal. Ben, c'est normal aussi, Puis... ces gens-là vont être déçus. C'est pour ça, d'ailleurs, moi, je pense que Trudeau ne l'avait pas mis là au départ, parce qu'il va juste décevoir. Il ne pourra jamais atteindre les attentes des gens qui sont que pour l'environnement. Il doit gouverner pour tout le monde. Et pas juste il va décevoir pour les gens qui vont être que pour l'environnement, puis il va faire grincer des dents ceux qui priorisent le développement économique à tout prix. Mais il faut arrêter d'opposer développement économique et environnement, boire. Il ne faut pas les opposer, mais c'est quand même une réalité. C'est quand même une réalité parce que, tu sais, l'argent est une façon de voter. OK? Le budget, on va voter sur ce budget-là. Nos députés vont voter sur ce budget-là pour voir s'ils ont confiance ou s'ils sont d'accord. C'est quand même une réalité. L'argent, c'est la meilleure façon de voter. Autant qu'individu, quand on achète un produit ou un autre, on vote. On vote sur c'est quoi. Donc, le développement économique, c'est pour se donner plus de pouvoir en tant que citoyen. Ça, c'est clair. Mais en tant que citoyen. Donc, c'est là la question où il faut se poser. Est-ce que le développement économique doit être fait pour ceux qui pensent que le pétrole se développe ou que le pétrole est une valeur d'avenir alors que ça ne répond pas à toutes les valeurs? Clairement pas aux valeurs environnementales. T'as bien beau dire hey, « moi, j'achète zéro déchet », mais j'encourage Baie-du-Nord. Oui. Il y a plusieurs niveaux là-dedans. Le développement économique, c'est important, mais là, on peut pas, mais en même temps, il faut. Parce que ça coûte moins cher d'investir dans des énergies polluantes, même si parce que le prix du gaz a augmenté, c'est moins cher, parce que le coût d'extraction, le coût d'exploitation devient moins cher, donc la rentabilité est plus importante. On a une planète qui se meurt, Joanie. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me fais l'avocate du diable. Je fais une... Il faut faire de la décroissance, il faut changer nos modèles économiques. Ça ne fonctionnera jamais à long terme, ce modèle-là. On s'en va dans le mur, on le sait depuis 1972. Est-ce que ça aide les Terre-Neuviens d'avoir des éoliennes? Est-ce que ça a des retombées directes pour les gens qui cherchent un emploi, qui cherchent du développement économique, qui ont besoin de services dans leur milieu? Parce que c'est aussi des installations qui vont payer des impôts, qui vont payer des taxes, là, c'est des gens qui vont améliorer leur qualité de vie, qui vont pouvoir avoir les moyens de s'acheter quelque chose de zéro déchet qui coûte 4 fois le prix parce que c'est zéro déchet, parce qu'ils vont pouvoir gagner le salaire qui vont avec. Donc, il faut arrêter de penser en fonction de salaire. Il faut arrêter de penser en fonction... C'est parce que c'est pour ça que c'est comme là, l'argent, c'est une question... C'est voter. OK? C'est pour ça. Mais là, nous, on a les moyens... On est les pires du G7 dans l'atteinte de nos objectifs de carboneutralité. Je suis tout à fait d'accord. On fait pire que les États-Unis, Ciboire. Mettons-nous à la place d'un Terre-Neuvien. Ouais. Nous autres, on prend la décision en se disant « Hey, oui, mais tu sais, c'est pas grave de payer un peu plus cher. C'est pas grave d'être... » Mais pour le Terre-Neuvien qui cherche de l'emploi, qui cherche à avoir de meilleurs services, qui veut avoir... Baie-du-Nord est un moindre sacrifice. Hey, attends, à la place de Baie-du-Nord, là, biométhanisation, hydrogène, solaire, éolien, il y en a plein d'autres choses qu'on peut développer et qui vont être d'avenir. Mais attends, là, on développe une technologie du 19e siècle, ciboire. Faut arrêter ça. C'est quand même une réalité, une vision que beaucoup de gens ont puis qui est pas moins importante. Mais c'est quand même une réalité qu'il faut prendre en compte dans l'analyse. Et moi, je pense que Baie-du-Nord, y a-tu besoin d'être aussi gros, ce projet-là? Y a-tu besoin d'être, ce projet-là? Je vais poser la question beaucoup plus simplement. Moi aussi, je t'apprécie. Mais ça reste quand même que... Moi,
je fais une parenthèse, j'apprécie les débats avec toi, Pierre, puis j'apprécie aussi l'opportunité que Qu'en pensez-vous offre aux citoyens d'avoir, aux citoyens, mais moi, en tant que citoyenne aussi, de pouvoir regarder et de me forcer aussi à regarder tous les angles de vue. Parce que quand on se parle après la caméra, souvent on a le même point de vue, mais moi, je suis fière je suis fière et je suis contente d'avoir accès à ces débats-là, de nous permettre de toujours prendre plusieurs points de vue parce que c'est jamais oui ou non. C'est jamais. C'est vrai que c'est jamais aussi simple qu'on le laisse croire. Puis c'est pour ça que je trouve que Qu'en pensez-vous? Je pense aussi que les émissions d'opinion, c'est important de confronter les idées et non les personnes. Et c'est pour ça que je te considère encore comme un excellent collègue, Pierre. Donc, c'est pour ça, tu sais, on a de l'air de chicaner dans les émissions, mais je sens que c'est un bel exemple de c'est important de débattre des idées. Absolument. Surtout quand on avait débattu sur les camps. Bref. OK. Hey, projet de loi 32 sur la liberté académique. Ça, moi, ça me titille un peu. Pourquoi? Parce qu'on a fait Bon, il y a eu une espèce de réflexion. On avait nommé des sages pour réfléchir là-dessus. Et là, on va arriver avec un projet de loi quand j'ai l'impression que toutes les instances pour décider, pour régir ça, existent déjà. J'ai l'impression qu'on va multiplier un processus administratif juste pour dire qu'on s'en occupe avec le projet de loi 32. Bon, je pense qu'il faut assumer la liberté académique, puis il faut aussi permettre à ceux qui vivent des micro-agressions, des agressions de pouvoir dénoncer. Il faut trouver l'équilibre là-dedans, puis que ça ne devienne pas justement des guerres médiatiques comme on a vu à Ottawa, puis là où tout le monde s'en mêle. Là. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire ça, mais je pense que c'est important de pouvoir enseigner en nommant les choses. Puis on peut continuer de faire, moi en tout cas, je fais toujours des avertissements au niveau des contenus parce que, je suis un homme privilégié, blanc, hétérosexuel, donc quand je parle de sujets nichés, ben ça me touche pas, donc par exemple, je reste un allié du féminisme, mais je suis pas une femme, donc je sais pas c'est quoi, moi, vivre du harcèlement sexuel ou bon. Fait qu'il y a tout ça que je pense qu'il faut mettre en contexte. Maintenant, je suis pas certain qu'on avait besoin d'un projet de loi. J'ai l'impression que c'est un peu opportuniste là, dans le cadre en ce moment. T'en penses quoi, toi? Parce que les institutions, si tu vas dans les universités, ils ont déjà ils ont tous des processus, des protocoles, des tables de rencontres, de discussions, etc. pour régler les problématiques qui peuvent y avoir en lien avec la liberté académique. Je ne comprends pas pourquoi on va remettre une couche par-dessus ça. Je comprends pas non plus quel est le problème à médiatiser aussi les débats qu'on trouve dans nos universités. Parce que Ah, ben là, moi, je peux t'en parler. Il est où le problème? Parce qu'on le sort du contexte et là, on l'envoie sur la place publique et là, tout le monde, sans avoir lu, sans avoir connu, a son opinion. Là, on a tous les commentateurs qui donnent leur point de vue. Et là, monsieur, madame, tout le monde entend ça, ça devient très, très démagogique quand la majorité des gens ne vivent pas ces situations-là. C'est facile pour moi de trouver que ça n'a pas de sens, cette revendication-là, quand je ne la vis pas, moi. Et puis, c'est facile aussi de dire, ouais, mais là, le prof, as-tu obligé de parler de ça quand c'est dans, tu sais, moi, quand je parle de... Mais c'est pas parce que tu as de la misère à le comprendre que ça doit être caché. Moins tu vas être confronté à cette réalité-là, moins on va t'en parler, moins tu vas être sensibilisé, parce puis que moins les tu vas débats, prendre ils dérapent quand ils deviennent sur la place publique, honnêtement. On peut régler ça. Est-ce que chaque fois qu'il y a une mésentente... Mettons dans ton travail, si à chaque fois qu'il y avait une mésentente, ça se retrouverait dans le nouvel hebdo, tu fais comme... Pourquoi ça dérape? Hein? Ben, pourquoi ça dérape? Parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de ces débats-là. Si ça reste centralisé juste à une classe sociale ou à un milieu, bien là, non, on ne débat plus en société. On est complètement polarisé en ce moment avec les réseaux sociaux, avec les émissions d'actualité où on fait juste donner notre opinion comme la nôtre. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est extrêmement polarisé. Là. Le débat, il existe à peu près plus en société. Mais est-ce que tu penses on débat avec les gens qui sont d'accord avec nous. Bien, c'est ça. C'est là que... à l'université, c'est un safe space pour faire ça, pour absolument. Le débat. Ça, je suis bien d'accord. Mais plus on va privilégier ou on va limiter à des safe spaces, moins on va sensibiliser à c'est quoi un vrai bon débat. Moins on va se... tu sais, parce que... Mais la personne qui vit une micro-agression, là, elle n'a pas le goût que son histoire elle se retrouve dans tous les médias, à recevoir des textos puis des courriels d'insultes. Elle n'a pas le goût de ça. Elle a le goût de régler son problème. Peut-être maintenant, après ça, quand on a réglé son problème, on peut partir de ce cas de figure-là pour vulgariser puis expliquer la réalité aux gens. Mais moi, je pense pas que ça doit être médiatisé. Regarde ce qui s'est passé avec les enseignants qui ont été victimes de ça, avec les élèves. Écoute, ça devient des chasses aux sorcières. Pourquoi? Puis on n'a pas besoin de ça. Parce que c'est les premiers. Parce que si on cantonne ça tout le temps, tu sais,
j'apporte ça à un autre niveau, puis tu sais, j'ai pas tant lu là-dessus. C'est vraiment plus une réflexion que je me pose, parce que plus on en parle, plus on devient plus on se désensibilise ou plus on apprend à argumenter sur ce sujet-là, plus on est sensibilisé. Si on ne parle pas des mots qui nous font suer ou qu'on comprend pas, ben comment tu peux être sensibilisé puis à te reposer des questions puis avoir de la nouvelle information? Comment tu peux faire ça? Si ça se cantonne seulement à un seul milieu, quand tu apportes cette réalité-là, des microagressions par exemple, ou du harcèlement sur Internet, ou tout, ben là, si tu n'es pas en contact avec cette réalité-là, même si ce n'est que par les médias, même si tu y vas dans les extrêmes, si tu n'en parles pas, ben les gens restent toujours avec leur opinion de chaque bord. Où est-ce qu'on va en parler? Dans les écoles secondaires, dans les cégeps, on va éduquer, on va vulgariser, on va faire comprendre des situations. Ouais, on n'a pas à publiciser des cas précis de gens qui n'ont pas le goût de se retrouver sur la place publique. Si tu veux porter le combat, vas-y, écris une lettre dans le journal, filme-toi et mets ça sur les réseaux sociaux. Mais moi, je suis dans un milieu scolaire, puis la majorité des gens qui sont dans des situations comme ça n'ont pas le goût que tout le monde le sache, parce qu'ils le vivent personnellement, puis c'est déjà dur à porter pour eux autres. Fait qu'ils n'ont vraiment pas le goût de se retrouver dans ce débat public-là. Puis c'est délicat quand même, parce qu'on parle... moi, c'est le gros problème de cette société que je vois présentement. Moi, le gros problème c'est à quel point on attaque l'individu à la place de l'idée. Parce que lorsqu'on parle de débat dans des milieux qui sont ce qu'on appelle des safe places, des milieux sécuritaires où on est en confiance d'exprimer nos idées et d'être reçu en tant que ce qu'on dit, ça soit reçu en tant qu'idée et non en tant que personne, bien, c'est là que je me dis, bip, pourquoi, en tant que société, on n'est pas capable de faire la distinction entre la personne, l'individu, et son opinion, l'idée, ce qu'elle exprime. Mais plus on a peur de la réaction, de la réaction d'exprimer son opinion parce qu'on a peur d'être attaqué en individu, plus on s'en va dans la polarisation pour se protéger parce qu'on va toujours aller vers les safe spaces. Donc, c'est quand même... Je suis théoriquement d'accord avec toi, mais en pratique, là, Internet servait justement à démocratiser puis à vulgariser la science. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a polarisé puis ça amène des trolls qui font juste écœurer le monde tout le temps parce que Chris, ils n'ont rien que ça à faire dans la vie, je le sais pas. Mais ça, c'est une problématique qu'il va falloir qu'ils changent. Parce que les gens sont anonymisés. Puis, tu sais, la première personne qui a parlé de féminisme, là, la première personne qui a parlé de discrimination raciale, la première personne qui a parlé de ça, elle, peux-tu te dire qu'elle n'a pas reçu des fleurs sur le pot, là, avant de faire quoi que ce soit? Ça reste quand même qu'on a perdu cet espace-là, puis les universités, à la base, étaient pour ça, pour les échanges des idées. Mais si ça reste cantonné à l'université, c'est comme dire... moi, ça fait partie du problème, puis c'est pour ça que je connais pas les détails de la loi 32, puis moi, je suis contente que dans les universités, il y ait cette protection-là pour que ça reste une bulle sécuritaire, puis si on débat des idées au lieu des personnes. Mais on est d'accord, sauf que la personne qui vit ça, si elle veut porter le fardeau, puis aller, puis dénoncer, go, ils sont très courageux, puis je les encourage, parce que moi, ces gens-là, je les admire, mais on ne peut pas leur imposer de le faire en rendant public tous les enjeux qui vont avoir en lien avec la liberté académique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler à l'interne, puis c'est pas tout qui mérite un grand débat public. On le voit tous les jours dans certains médias. On nous parle d'affaires un peu débiles là, qu'on n'aurait pas besoin de parler. Des faits divers Oui, aussi. exactement. Mais qu'est-ce que ça vient protéger? Ça vient protéger, tu sais, la loi 32 ou les institutions, tu sais, le système dans les institutions présentement, c'est que ça permet aux gens qui ne sont pas prêts d'aller dans les médias de dire, je suis capable d'avoir des solutions à l'interne. Ben oui. Je suis capable. Mais, tu sais, si ça existe déjà, la loi 32, qu'est-ce qu'elle rajoute? Ben en fait, ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait un équilibre puis un respect. Dans le sens que l'enseignant, le professeur à l'université, au cégep ou ailleurs, ait le droit, on peut faire des avertissements, attention, contenu sensible, etc. Puis il n'est même pas obligé avec la loi, ce que je trouve, moi, en tout cas, je préfère faire des avertissements que pas en faire. Honnêtement, en plus, je vois que les étudiants l'apprécient beaucoup. Mais il va aussi se protéger sur le fait que si je traite de colonisation ou d'esclavagisme ou du droit des femmes, il y a des mots qui ne sont pas nécessairement chouettes à entendre, mais on va dire sans nécessairement les répéter 25 fois. À un moment donné, il faut comprendre que ces mots-là existent, cette réalité-là, elle existait, puis il y a des choses qu'il faut nommer. Hein? On a juste à penser de la loi, le nom de la loi qui s'occupe des Premières Nations au Canada, elle est clairement dans son nom discriminatoire. Donc, il faut réussir à changer ces affaires-là, mais aussi avoir le droit de le dire pour que les choses changent. Donc, il faut éduquer les gens.
Vice-versa, il faut aussi respecter la personne qui, elle, vit. Et donc, il faut comprendre qu'est-ce qui l'a agressé, puis avoir des mesures. Puis une fois qu'on va comprendre une mesure pour une, peut-être qu'on peut l'appliquer à elle et à elle, peut-être que là, on pourra sortir en disant, regardez, on a trouvé des pistes de solutions pour tel et tel type de problème face à l'enseignement pour protéger les deux parties. Donc toi, on est d'accord à ce moment-là que c'est la loi du gros bon sens. Ben ouais, moi c'est ma loi, là. Mais je veux dire, ma loi 1, c'est ça. Mais c'est ça. C'est que pour nous, c'est la loi du gros bon sens qui est de je dois utiliser les bons termes. C'est pour nous, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais je dois utiliser les bons termes, mais je suis sensible à ta réalité et que ça peut te choquer. Mais il faut quand même que j'utilise ces termes-là pour les remettre en contexte. Oui, mais il y a plein de manières de le faire. En tout cas, là, nous, en tout cas, en pédagogie, maintenant, on voit plein de solutions, on a plein de manières. Quelqu'un qui veut, un professeur qui veut vraiment continuer d'utiliser, par exemple, le mot en haine, il pourrait, mais il y a plein de manières de faire ça autrement et c'est facilitant, puis ça l'enlève beaucoup de micro-agressions auprès des gens. Dans le fond, la loi 32 vient uniformiser les différents... Ben, en fait, on va essayer de réglementer pour être certain qu'on respecte la clientèle, parce que les universités sont très clientélistes, mais qu'on protège aussi les enseignants qui ont le droit aussi à cette liberté de pouvoir nommer les choses pour faire avancer les idées aussi. Quand moi, je vais parler au lieu d'utiliser une périphrase d'1 kilomètre de long pour un mot qui a été utilisé, même s'il est à connotation négative ou qui peut atteindre des gens, mais ça va t'éviter de passer un cours de 4 heures juste pour définir ce que tu veux dire, alors qu'il pourrait se résumer à un mot qui est pas puis c'est avoir une sensibilité différente. Je vais te donner un exemple. Moi, dans le cours, par exemple, où je vais présenter les types de régimes non démocratiques, donc les dictatures, souvent, je vais faire passer des extraits. Avant, je faisais passer Nuit et brouillard d'Alain Resnais parce que, ça te rentrait dedans, puis là... Mais j'avais aucune considération pour la sensibilité de mes étudiants en faisant ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que je propose Nuit et brouillard et 2 autres possibilités. En disant, bien, si vous écoutez ça, sachez que vous allez voir des images crues, vous allez voir des tracteurs pelleter des corps morts là, dans des charniers, vous allez voir ça. Donc, si vous n'êtes pas prêt à ça, vous pouvez écouter lui, qui est beaucoup plus soft, ou lui qui va vous... Tu sais, donc, donner le choix, ça, c'est quelque chose qui va faciliter et qui va empêcher que les gens soient microagressés parce qu'on les met en connaissance de cause plutôt que leur imposer, qui était une vieille méthode en disant « on veut choquer, on veut brasser ». Ça va les marquer. Ben ouais, ça va les marquer, on va être traumatisés. Bon, bref. Hey, on a fini. Fini la saison, toi et moi, Pierre. C'est notre dernière émission pour la saison hiver 2022. Yes, merci beaucoup de ta collaboration. C'est toujours un plaisir de ne pas être d'accord avec toi, même si on est fondamentalement d'accord sur les campings. On va te souhaiter un bel été, Joanie. Profite-en, repose-toi bien, puis on va se retrouver, je suis certain, ensemble un jour face à des caméras. Au plaisir de te revoir et je vais te souhaiter de belles vacances, une belle fin de session. Puis à tous nos téléspectateurs, je vais vous souhaiter un bel été, beaucoup de bienveillance envers vous, envers le monde qui nous entoure, mais surtout, gardez l'œil ouvert, les oreilles grandes ouvertes et l'esprit flexible. Merci, Joanie. Mais nous, c'est pas terminé parce que la semaine prochaine, on est encore là. Dernière émission de la saison avec Jules Simard. Soyez des nôtres. À la semaine prochaine. Bye bye.